quelques questions peuvent être posées. Vous avez la parole. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est une ASBEL qui est créée en réaction avec les violences à l'Est. Alors, le but, c'est de transformer cet espace qui est sujet aux violences en un espace de développement. Alors, ma question est celle-ci. Quelles sont les actions qui sont menées par l'ASBEL? Est-ce que vous avez déjà des partenaires? Est-ce que vous avez déjà des secteurs d'activité dans lesquels vous voulez œuvrer pour atteindre cet objectif? Nous n'avons pas d'action concrète aujourd'hui, dire que non, nous avons investi 1 million, non, il n'y a pas ça. Nous sommes dans une logique de sensibilisation, que les choses soient claires. Et je voudrais rappeler ici, parce que très souvent ce n'est pas dit, la moitié de la population congolaise est swahiliphone, vit à l'est de la RDC, la moitié, si pas plus. Ça c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. 65% des revenus, des ressources qui font vivre l'État congolais en tant qu'État proviennent de cet espace. L'Est. Je vais dire tout ce qui fait tourner l'État. 65% proviennent du Katanga, du Grand Kivu et de la province orientale. Et 95% de la population de cet espace vit dans une misère abjecte. Le paradoxe, c'est qu'au moment où l'Est donne plus de 65% des revenus, des ressources qui font vivre le pays, cet Est-là est encore aujourd'hui, en quelque sorte, le ventre mou. C'est lui qui pose plus de problèmes. Nous voulons faire en sorte que cet Est-là devienne le moteur économique. Mais quelles sont les actions concrètes? La première chose, c'est la sensibilisation de l'élite de la RDC. Parce que nous avons compris qu'il y a certains problèmes que nous comprenons mieux que nos compatriotes de l'Ouest. Je vais donner un exemple très simple. On parle très souvent des Banyarwanda. Quand vous allez dans les Kivu, dans le Nord Kivu, vous avez certains territoires comme les Nyiragongo, vous avez par exemple des territoires comme les Rutshuru, Masisi. Vous avez des populations locales. Là. Ces populations sont des populations qui sont rwandophones. Mais ce sont des populations qui ont toujours été là. C'est-à-dire que, vu par exemple du Bas-Congo, vu du Kassai, on peut se dire non, Baza Banyarwanda. Mais en réalité, ce sont des populations, parmi ces populations, je ne dis pas toutes, mais parmi ces populations, il y a des populations qui étaient là en 1885, il y avait des populations rwandophones qui s'est retrouvées. Le moment où on a tracé la frontière sur notre sol. Et donc, nous, en tant que ressortissants de cette partie, nous pensons que nous pouvons comprendre ce type de problème plus facilement que nos compatriotes qui viennent de l'Équateur ou qui viennent par exemple des bananes, ainsi de suite. Si nous prenons le cas du Sud Kivu, vous avez les Banyamulenge. Les Banyamulenge, tout le monde sait que ce sont des populations qui sont venues du Rwanda dans les années 50. Mais au Nord Kivu, il y a des populations rwandophones qui ont toujours été là, avant le partage de l'Afrique. Vous savez par exemple, quand vous arrivez à Rubaya, les gens ne parlent autre langue que le Kinyarwanda. Même vous pouvez vous demander, est-ce que je suis au Congo ici ou pas? Mais ce sont des populations qui ont toujours été là. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, l'Est est aujourd'hui le blocage du développement de la RD. Faire en sorte que cet Est-là, on les transforme. Nous considérons que nous comprenons mieux les problèmes qui se passent là-bas que nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Vous avez parlé de Mobondo et de Force du Progrès. Comment définissez-vous justement ces organisations? Ce sont des milices. Ce sont des milices qui sont anticonstitutionnelles, tout simplement. C'est-à-dire, si vous êtes un pouvoir, vous ne pouvez pas entretenir une milice. Vous avez toutes les forces. Vous avez la police, vous avez l'armée. Pourquoi vous devez avoir encore une milice? La milice, elle est contrôlée par qui? En principe, l'armée nationale, la police nationale sont contrôlées par les instances qui sont là. Mais la milice, elle peut arriver chez vous et elle va vous faire des choses. On va demander à qui? Quelle est la différence à ce moment-là entre les forces du progrès et les M23, par exemple? Ce sont des milices qui déciment la population, tout simplement. C'est anticonstitutionnel. Le deal qui va être signé à Washington parle de l'intégrité du territoire, mais également la coopération entre la RDC et le Rwanda. Comment vous le jugez? Merci. Vous dites que nous avons un régime tribaliste. Alors que, à vous entendre parler, j'ai eu la nette impression que vous êtes venu défendre ici M. Kabila Joseph, alors que nous avons eu un président swahiliphone, qui est Kabila. Nous avons subi des affres du tribalisme. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'étais un fonctionnaire. Quand vous allez en RDC, il n'y a pas une tribu qui s'appelle les Baswahili en RDC. Il n'y a pas ça. Mais il y a une tribu qui s'appelle Luba, les Baluba. Moi, parce que nous parlons de tribalisme. Lorsque quelqu'un, par exemple, quelqu'un du Katanga a été promu, hein, ou quelqu'un du Kivu a été promu, ou quelqu'un de la province orientale a été promu, je ne sais pas si on peut parler de tribalisme dans ce cas-là. Mais quand vous avez autour de vous que les gens de votre tribu n'ont pas de tribalisme, je voulais encore rappeler que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une association.
Nous sommes une association, et donc, tout le monde a entendu M. Kazadi. Nous avons parlé ici de Kazadi. C'est qu'il a dit que non, chaque fois qu'on a déjà arrivé, il s'est partagé ça. Lui, c'est un dignitaire, nous le constatons, comme vous le constatez, comme tout le monde le constate. Donc là, ce n'est même pas quelque chose à chercher en fait. C'est qu'on reproche au régime du tribalisme. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. Récemment, il y a une délégation qui a été envoyée à Doha pour discuter. Et quand vous regardez la composition de la délégation, vous avez déjà d'un même espace. Les pays, c'est 26 provinces. Nous sommes les premières victimes géographiques. Et aucun parmi les représentants de l'espace qui est concerné. Apparemment, vous ne parlez pas du Rwanda qui nous agresse. On a comme l'impression que tout vient de Kinshasa, les Rwandais n'y est pour rien. Vous avez parlé d'agression, mais à Washington, on ne parle pas d'agression. Hein. Quand vous lisez les protocoles qui ont été mis en place, nous, on s'est demandé, mais où sont les diplomates congolais? Les diplomates congolais n'ont pas réussi à mettre dans les protocoles les mots agression. Et là, ils sont en train de signer des accords, les mots agression n'est pas dedans. Regardons bien la situation. Lorsque le président de la République actuelle a accédé à ses fonctions, les gens pouvaient aller de Uvira à Bukavu sans problème. Ce sont les deux grandes villes du sud. Il n'y avait pas cette agression. Après, nous avons appris que le président est allé signer des accords avec les Rwandais. Et nous avons entendu qu'ils étaient à Goma, le président a donné les aéroports, je ne sais pas, à Air Rwanda, il a dit que non, c'est le Rwanda qui va raffiner tout l'or du Congo. Après, nous avons entendu que le président a fait venir les M23 pendant 14 mois au Congo. Nous avons entendu toutes ces choses. De quoi il parlait, on ne sait pas. Si vous parlez pendant 14 mois, c'est que vous avez des sujets d'intérêt commun. Et au bout de ces 14 mois, nous apprenons qu'ils ont commencé la guerre. Et après, on nous parle d'agression. On parle il y a des insultes qui partent de part et d'autre. Nous aussi, nous sommes en droit de demander au pouvoir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez parlé pendant 14 mois et on est en train de nous demander de nous attendre, mais nous sommes à terre, parce qu'il est parti de notre territoire et tout. Nous n'allons pas aller demander ça au Rwanda, nous allons demander à notre régime, à notre pouvoir. Nous nous adressons à notre président, à notre pouvoir, à nous. Le Rwanda a été invité, le Rwanda n'était pas là quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il n'y avait pas de Rwanda à RDC. Il y a le point 11 de notre déclaration. La DMP Belgique exige que toutes les troupes étrangères quittent le territoire national. Ok? Cela dit tout. Si les forces rwandaises ont été invitées par M. Tshilombo, c'est lui qui les a invités. Ils n'ont même pas agressé, à ce que je sache. Ils étaient invités. Et bon, c'est à lui qui leur disent, voilà les bagages. Au besoin, s'il ne l'avait pas planifié, nous lui tenons, lui, comme responsable. Parce que c'est lui qui engage le pays ou la République. En fait, le discours est très critique vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa. Oui. Mais il y avait aussi un deuxième volet qui était le deal. Pour le deal, nous pensons que c'est bon si ça peut aider à amener la paix, mais nous pensons que le moment n'est pas le bon. Le moment n'est pas le bon parce que le pouvoir, c'est un pouvoir qui est illégitime. Les élections qui ont produit ce régime-là se sont tenues sur 7 jours, je pense. Oui, une semaine. Oui, une semaine. Oui, ou plus que ça, Posez la question. C'est illégitime. Les machines à voter ont été retrouvées chez des gens. Bon, ça, ce sont des choses que tout le monde connaît. Donc, on ne peut pas parler de légitimité lorsque vous violez déjà la Constitution. C'est-à-dire que si nous voulons respecter la Constitution de notre pays, il faut déjà commencer par déclarer caduques ces élections. Parce que les résultats de ces élections, c'est l'émanation de la violation de la Constitution. C'est pour ça que nous parlons d'illégitimité. Si je peux revenir peut-être sur un point ou deux, concernant par exemple le deal avec les États-Unis. Au fait, avant qu'il y ait deal, bien sûr, il faut qu'on revienne sur la légitimité de la personne ou bien l'entité qui va engager le pays. Déjà, nous voyons que c'est un pouvoir illégitime parce que issu de quelque chose qui ressemblerait à une élection, mais qui n'était pas une. La deuxième chose, c'est que avant même la prestation de serment, l'individu qui engage la République pour l'instant n'a honoré aucun engagement sur le plan national comme international. Et alors, moi, je conseillerais à nos amis américains de penser 2 fois. Parce que le monsieur Félix est connu pour sa versatilité dans ses paroles et dans ses engagements.
ce deal doit se faire, ou bien ces engagements doivent se faire avec des responsables dignement établis. Ça, c'est un. De deux, il faut que le peuple congolais soit engagé dans des discussions à travers un parlement qui est représentatif. Et bien sûr, de trois, qu'on trouve des mécanismes qui seront bénéfiques à l'ensemble du pays et bien sûr avec un partenaire sérieux. Voilà en ce qui concerne le deal. Vous avez parlé de notre ton avec le gouvernement en place. Nous sommes encore une association. On n'est pas un parti politique. Mais quand même, je crois que le Congo, pour l'instant, est en train de naviguer à vue. Nous voyons comment les négociations se passent, je crois, dans différentes capitales. On a quitté Kinshasa, on est parti à Nairobi, on est passé par Luanda, maintenant on est à Doha, je ne sais pas, après-demain on sera à Washington. Et malheureusement, aucune de ces discussions n'est aboutie à quoi que ce soit. Cela fait que le Congolais souffre davantage. Donc, encore une fois, on est exigeant, oui, parce que ce sont nos frères et sœurs qui souffrent. Et nous le serons jusqu'à ce que le Congo et l'Est du Congo retrouvent une paix et une paix durable. Voilà. Alors, nous sommes à Bruxelles, donc à l'étranger. Une question, c'est quoi exactement votre ancrage à l'Est? Ce que nous disons ici, ça représente le sentiment général à l'Est de la RDC. Mais au Congo, et même le Congo quantique. Et c'est peut-être l'erreur que le pouvoir fait, c'est de penser que non, bon, le problème est c'est trop loin, c'est à 2000 km. On a entendu un certain Alinguet qui disait que non, il n'y a pas de guerre au Congo, c'est à 2000 km de la capitale. Et le Congo, c'est un corps. Si vous avez mal au doigt, ça va paralyser tous les corps. Si vous avez mal à la tête, ça va paralyser tous les corps. Donc, la personne qui est aujourd'hui à Moanda est d'une manière ou d'une autre affectée par la guerre qui se passe à Goma, alors que c'est à 2000 km de l'autre côté. Vous avez parlé aussi des balkanisations du Congo. Dans quelle mesure la situation actuelle représente-t-elle une menace? Mais si vous regardez l'histoire des balkanisations, vous commencez par les Balkans, vous allez au Soudan, parce que très souvent on parle du Soudan qui est plus proche de nous, vous allez remarquer une chose. Toutes ces balkanisations qui ont eu lieu sont unis par un seul point. Les peuples des endroits où il y a eu des balkanisations, les peuples ont demandé ça. Chez nous, à l'Est, il n'y a pas de balkanisation parce que nous, les gens de l'Est, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Mais ce que nous voyons, par exemple, vous parlez sur l'île Mbujimayi, vous êtes attaqué. Vous parlez dans certaines rues de Kinshasa, vous êtes attaqué. Ça, ce sont des gestes qui peuvent créer un repli identitaire et provoquer la balkanisation. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas accepté à Kinshasa, vous allez vous dire, bon, écoutez, si c'est comme ça, nous allons nous organiser autrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne va pas, qui peut provoquer la balkanisation. Un autre élément qui peut provoquer la balkanisation, je vous ai dit ici, 65% des revenus, des ressources qui font vivre la RDC viennent de l'Est. Le jour où la population de cette partie du Congo va dire, non, écoutez, on ne va plus payer pour ces politiciens corrompus, à ce moment-là, il peut y avoir de balkanisation. Mais ce n'est pas Nangara qui va balkaniser la RDC. Il va le faire comment? Parce que la population, les Babembe, les Bachi, les Bavira, les Baoundé, les Banyans, tous ces gens-là qui sont à l'Est, ils ne sont pas d'accord, ils n'aiment pas ça. Donc les jours où ils vont dire, bon, écoutez, nous voulons nous balkaniser maintenant, là il y aura la balkanisation. Mais pour le moment, la population ne veut pas ça. La population veut l'unité. Mais cette unité-là doit se faire. Moi j'ai entendu d'autres responsables politiques comme Olivier Kamitatou qui ont proposé, je ne sais pas, fédéralisme ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des frustrations. Vous ne pouvez pas venir puiser, et les gens qui sont là-bas, ils ne reçoivent rien. Après, à un moment donné, il y a un ras-le-bol et les gens vont se révéler. On l'a vu avec les Soudan. Au Soudan, tous les puits du pétrole étaient dans le sud et les gens qui consommaient ça, ce sont les arabo-musulmans qui sont dans le nord. Ça posait problème. Pendant 30 ans, John Garang a mené la guerre et on a fini par partager les pays. Parce que les populations du sud du Soudan, elles voulaient ça. À l'est de la RDC, il n'y a pas un seul Congolais, en tout cas des souches, si on peut le dire comme ça, qui est d'accord pour la balkanisation. Mais si les gestes de ce que vous avez appelé là-bas les forces du progrès, chasser les gens pour chasser les gens dans la ville de Kinshasa, ou bien pour chasser les gens à Bujimayi, ou je ne sais pas à Kananga, si ça continue, ça effectivement, ce sont des gestes qui peuvent provoquer des replis identitaires. Donc ça, c'est très important, tribalisme. Je ne vais pas engager une discussion. Je voudrais donner une précision sur ce que j'ai vécu moi. Quand Kabila Père est rentré à Kinshasa, oui. En tout cas, tout le monde, tout ce qui était à la PDG, parlait Swahili. Je suis allé dans le bureau pour voir le PDG, au secrétariat, on me dit, on a oui. Donc on parle en Swahili, on parle en Swahili, quoi. Quand on ne met pas Swahili phone, de dégager. Donc pour vous dire que ce n'est pas un fait nouveau, quoi.
ce n'est pas un fait nouveau, mais moi ce que j'essaie de dire, quand vous parlez de ça, ce n'est pas du tribalisme, ça. Hein. Non, mais quand quelqu'un vous dit, bon, vous ne parlez pas Swahili, vous n'entrez pas, mais les Swahili, ce n'est pas une tribu. Il n'y a pas une tribu des Baswahili en RDC. Il n'y a pas ça. Je peux renchérir peut-être. Hein. Vous voyez, par exemple, on a parlé ici du tribalisme assumé. Prenez par exemple les nominations qui ont été prononcées ou bien promulguées lorsque les ordonnances avec le Raïs Joseph Kabila Kabange, n'est-ce pas? Vraiment, on voyait vraiment la multitude des origines des nommés et nominés. Mais aujourd'hui, mais c'est tout le monde, y compris eux-mêmes. Et ce n'est même pas nous qui le disons ici. Même entre eux, même devant les caméras, ils le disent. Votre confrère, ils sont en train d'assumer de façon maladroite. Perrault, je pense, il le dit tout le temps. Non. Votre confrère Perrault le dit tout le temps. Ce sont les raisons qui ont été évoquées par rapport à la création même de Machariki. Ça a été expliqué par le président, cette sensibilisation du vivre ensemble. Donc on sensibilise les gens de ce côté-là, de vivre ensemble pour ne pas stigmatiser une tribu, pour ne pas stigmatiser une classe politique ou bien d'autres personnes qui se voient comme des parias de la société. C'est la raison pour laquelle, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les personnes qui ont été citées dans notre déclaration, c'est la voix de la population. C'est une association, nous ne sommes pas un parti politique, nous représentons la voix des sans-voix, de ceux-là qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'expliquer, ou quand ils s'expliquent, ils sont réprimés ou ils sont emprisonnés. Alors, on relève toutes ces voix-là. Ayez aussi l'ouverture d'esprit de comprendre que tout n'est pas rose au pays. Mais alors, si ce n'est pas nous qui devons prendre la parole pour dire non, stop, qui va le faire pour nous? Nous avons l'impression que partout où les gens sont en train de croupir dans la misère. Voyez, Kinshasa aujourd'hui, nous parlons au nom de toute cette misère-là, que ça doit cesser. Et que c'est lui la solution parce qu'il a l'expérience de 18 ans. C'est un homme de la parole. Donc, nous, en tant que la société, nous faisons appel à lui, qu'il vienne derrière la population et qu'il réunisse tout le monde. Parce que très jeune, à 29 ans, il a su s'asseoir avec les belligérants, il a réuni tout le monde, il a dirigé pendant cette transition 1+4. Donc aujourd'hui, il peut donner cette expérience, il peut partager cette expérience, même pas si ce n'est pas lui qui va diriger, mais il peut être quelqu'un, un sage du village, qui peut donner des conseils et autour duquel la solution peut venir. Je crois que les effets de cette action ou le travail même de cette initiative doit s'opérer sur deux terrains. À partir d'ici, c'est la diaspora, à partir de l'extérieur, ce qui est déjà entamé aujourd'hui doit se poursuivre au jour le jour. Par ailleurs, les mêmes effets, le même travail doit se réaliser sur le terrain au pays. Et là, la sensibilisation ou les objectifs visés auront des résultats palpables. Monsieur le Président, juste une précision parce que lorsque nous avons reçu le communiqué, nous l'avons publié dans notre groupe de journalistes congolais de Belgique, il s'est posé deux questions. Que veut dire Machariki? Vous y avez répondu, mais il y a une deuxième précision qui est de taille quand même, je crois à votre avantage. Nous avons lu Obdoré. Alors, je vous lis la réaction d'un journaliste. Obdoré des francs-maçons, des néo-nazis, organisations criminelles. Ou alors ils ne savent pas ce qu'ils écrivent. Je pense qu'ils savent, mais ils pensent s'adresser à des ignorants. Alors moi je suis entré dans Google parce que je savais que Obdoré existait. Mais c'est quoi exactement? Mais en fait Obdoré c'est le rassemblement des partis néo-nazis en Grèce. Alors, pourquoi vous vous appelez Obdoré? Est-ce que ça vous ne dessert pas? Ça ne dessert pas Machariki? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour la question, j'ai entendu effectivement qu'il y a une petite polémique qui est née là-dessus. D'abord,
vous regardez notre logo, Machariki c'est quoi? Nous l'avons dit, Machariki c'est-à-dire l'Est. L'Orient. L'Orient. Pour nous, Machariki représente l'aube. Nous aimerions dire l'aube. J'y étais. Voilà, l'aube. Machariki signifie l'aube, le matin, c'est-à-dire le lever du soleil. C'est l'aurore. C'est ça, le lever du soleil. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous regardez ce soleil ici, vous voyez que le soleil n'est pas à l'est, mais il est dans l'est de la RDC. Et ce soleil-là amène pour nous des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on l'appelle aube dorée, c'est jaune. Ça n'a rien à voir avec les non-nazis. C'est-à-dire que nous savons parfaitement qu'en Grèce, il y a un parti d'extrême droite qui s'appelle aube dorée, on sait ça. Mais nous ne sommes pas aube dorée, nous sommes les Machariki. Moi, je suis de la communication. Oui, d'accord. Je vous recommanderais de changer l'appellation. Parce que... De changer Machariki ou dans... Non, honoré. Déjà que vous évoluez en Europe, si vous allez par exemple à Schuman, à l'Union européenne, on va vous poser la question de savoir qui vous êtes. Et alors nous sommes obdorés. Nous ne sommes pas obdorés, nous sommes Machariki. Ah, parce que les gens ne voient que obdorés. Ils le feront. Oui. Ça va apparaître. Oui, ça apparaît. Mais nous sommes Machariki. Et on pourra toujours poser. D'accord, nous prenons acte de votre conseil et nous allons y réfléchir. Cela étant, vous partez d'ici en sachant que nous n'avons rien à voir avec les Grecs. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il faut qu'on passe à off maintenant. Hein. Parce que beaucoup de choses...